Face au Yémen, un état d'alerte, sur l'autre rive de la mer Rouge, Djibouti reste, vue du ciel, l'escale importante qu'elle est encore dans les manuels à l'usage des écoliers, et aussi dans les préoccupations des ambassades et des états-majors. L'un des plus importants points de contrôle géographique du pétrole, l'une des deux portes de la mer Rouge. Impossible d'accéder à Suez sans passer entre Aden, qui est en face, et ici. Djibouti est une position française, la capitale de la côte des Somalies. Son gouverneur, parlant de l'avenir du port, est optimiste. Je pense que le port de Djibouti est appelé à un grand développement pour deux raisons. La première, c'est que le port de Djibouti est un port bien installé et que la plupart des capitaines de bateaux ont tendance à venir de préférence dans les ports où ils peuvent stationner à quai et se ravitailler facilement. La seconde raison, c'est que Djibouti, étant le port de l'Éthiopie, son importance suivra le développement économique futur de l'Empire éthiopien qui a des possibilités étonnantes. Mais du point de vue international, Djibouti est d'abord une station-service. Chaque année, 2000 navires battant tout pavillon viennent à quai faire leur plein de mazout, de gasoil, de diesel. Ici, l'on débite. La source, c'est-à-dire les puits, les pipelines, sont en face, en Arabie. La rade est sûre, d'accès facile, bien aménagée. L'eau en est calme, mais la chaleur atteint parfois 46 degrés à l'ombre. L'ombre d'ailleurs, il n'y en a pas. Les dockers sont voués à la réverbération de l'eau et des pierres du quai, à la sueur, à l'odeur constante du pétrole. Toujours plus nombreux et plus puissants, les pétroliers n'ont pas chassé les petits boutres, coursiers des mers menés par une seule voile. On pense au reportage de Joseph Kessel et d'Henri de Montfred, aux destins aventureux et colorés qu'ils décrivaient. C'était hier, le monde change. Djibouti, pompe à pétrole pour tout venant, est aussi le port de l'Éthiopie. Il débarque ses canons à destination d'Addis Abeba, la capitale, située à 2300 mètres d'altitude sur les hauts plateaux. Main serrée, fraternelle, symbole ironique sans doute. En échange des canons, l'on exporte les cuirs et les peaux du cheptel, richesse de l'empire du roi des rois. Le transport des uns et des autres, canons et bœufs, se fait par un vertigineux chemin de fer, le seul qui relie Addis Abeba à la côte. Entrepris par la France vers 1900, la guerre de 1914 en a hâté l'achèvement. Peu de fleurs à Djibouti, le climat les détruit. Ces roses sont en plastique, il n'y a que l'intention qui compte. Toutes les tenues, oui, et tous les idiomes. Bariolée et confuse, c'est la foule de l'Afrique du soleil levant. Fonctionnaires et marchands, éthiopiens, européens, indiens, somalis, musulmans et chrétiens. Sortie des voyageurs et sa traduction en amharique, la langue officielle de l'Éthiopie. Mais il suffit de quelques pas dans la rue pour retrouver l'Afrique musulmane, son odeur poivrée, inoubliable, ses croyances.
Chèvres et moutons déambulent sans vergogne devant la grande mosquée, comme s'ils savaient la fortune qu'ils représentent. Les chèvres surtout, mamelles habillées d'étranges soutiens-gorge qui mettent leur lait à l'abri du chevreau affamé du voisin. Il suffit de changer de trottoir pour changer de siècle. Ces enseignes, à la fois modernes et romantiques, révèlent une réalité réconfortante. Le paludisme, la variole, la peste ont disparu. Mais n'ont point disparu les antiques métiers du bord de côte, notamment le petit commerce du bois, desservi par les boutres traditionnelles. Dans ce pays, privé de forêt parce que privé d'eau, le moindre fagot vaut de l'or, ou presque. Il est aussi précieux, en tout cas, que l'or noir, le pétrole, dont les réservoirs brillants surgissent paradoxalement sur l'horizon de toujours. N'ont pas disparu le spectacle familier des barques amarrées sous les terrasses du gouverneur français, ni les scènes de corvées d'eau si pittoresques. Hommes et femmes jacassent autour des fontaines. C'est un remue-ménage de bidons, de jarres, d'outres glissant comme des phoques. La région qui s'étend entre la mer et les hauts plateaux éthiopiens est un véritable désert. Nous avons essayé, mes prédécesseurs et moi-même, nous avons essayé par tous les moyens de développer cet hinterland, mais il n'y a rien à faire. D'une part parce qu'on manque d'eau, et d'autre part parce que le sol lui-même est salé. Je pense que ce que nous pouvons faire de mieux pour les Bédouins, c'est d'essayer de forer des puits pour multiplier les points d'eau, de façon à leur assurer une subsistance plus facile pour eux et pour leurs troupeaux. Multiplier également les hôpitaux et surtout les écoles, de façon à les faire évoluer. Il ne faut pas seulement vaincre la faim et la soif, mais aussi les puces et les moustiques. Chaque jour dans les rues de Djibouti, cet équipage souffle un panache de poudre DDT sur les trottoirs et dans les maisons. On se sauve devant cette invention de l'Occident, pas toujours assez vite pour échapper aux éternuements. C'est la civilisation qui passe, quelquefois traînée par un petit âne, le petit âne des légendes orientales. Pour retrouver le passé intact dans le présent de Djibouti, il faut abandonner la voiture et pénétrer à pied dans cet enclos, en bordure du désert, dans ce foirail où les Bédouins, à Farzouissa, s'adonnent au commerce de leurs chameaux et de leurs chèvres. L'on a acheté, l'on a vendu, l'on s'est démené avec force palabres et transpiration. Si seulement la fortune venait en dormant, comme l'on dit. Ah là, qu'il fait chaud. Moi, dit le chameau, je ne dors pas, je fais semblant, je rêve. Je pense à mon secret. Moi seul, chameau, je sais où se trouve le tombeau vénéré d'Ali, l'époux de Fatima, la fille du prophète. Jadis, l'un de mes ancêtres, conduit par l'ange Gabriel, transporta le cercueil d'Ali à un point inconnu du désert. Il confia le secret de cet endroit aux chameaux, mes frères. Mais les hommes continuèrent à l'ignorer. Ils l'ignorent toujours. Et c'est pourquoi nous les méprisons. Afin de goûter un peu de fraîcheur, il faut s'éloigner du désert, retraverser la ville. Et laisser le soir venir
en compagnie de Coco, le français, devant son écran encore éteint. Coco attend l'heure de mettre en marche son cinéma. Il regarde jouer les lapins qu'il élève, les canards, et surtout son favori, le lapin blanc, qui a perdu l'oreille gauche dans une bagarre avec le chat. Lui, Coco, a bien perdu ses illusions en d'autres bagarres. Il évoque son passé, à la fois si proche et si lointain, quand il se battait dans le maquis du Vercors. Et puis il a échoué là. Allons ailleurs nous promener, en tout bien tout honneur, dans ce quartier aux illusions autrefois réservé, en faisant mine d'hésiter, de choisir, en rêvant que l'on se décide et que l'on entre. Le parfum brûle dans les cassolettes. L'on est surpris par ce trou percé dans le mur à toutes fins utiles. L'on admire. L'on s'attendrit dans la nuit tiède. Et les propos se poursuivent à huis clos. Oh, combien de marins, combien de capitaines qui sont partis joyeux pour des courses lointaines. Joyeux, oui. L'aventure les appelait, comme elle nous appelle.